Bonjour à tous et bienvenue dans 5 points de QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument beaucoup plus récent du jeu vidéo, puisque, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit bien évidemment de Valorant. Non, je rigole, toi, je te ferai le cul un de ces quatre. On va parler ici de The Last of Us. The Last of Us, un jeu qui hypait absolument tout le monde lorsqu'il a été annoncé. Je sais plus quand, ça devait être en 2011, un truc dans le genre. Waouh, la gorge est bien prise. J'ai le sperme de tonton dans la bouche. Le jeu a été annoncé donc aux alentours des années 2010-2011. Tout le monde s'est hypé dessus, tout le monde a eu envie de sauter dessus dès que c'est apparu. En même temps, c'est fait par les développeurs de Naughty Dog, les développeurs de Uncharted. Donc absolument rien de surprenant dans le fait que les gens s'excitent comme des fous. Crash Bandicoot, Jak and Daxter et Uncharted. Et donc forcément, une nouvelle licence de leur part, ça a hypé tout le monde. Visiblement, on verra plus tard qu'ils ont fait le bon choix en créant cette licence, puisque je crois que c'est leur plus gros succès ever. D'ailleurs, je crois que je sais plus si c'est le 1 ou le 2 leur plus gros succès, mais... Putain! The Last of Us a explosé tout sur son passage lorsqu'il est sorti. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça, parce qu'on était dans une vague où il y avait tout le temps, partout, à toutes les sauces, des zombies, des trucs comme ça. Et ça m'a toujours emmerdé. Je trouve pas ça très intéressant la plupart du temps. Donc j'y ai pas prêté attention plus que ça. Après, j'ai entendu des gens y jouer, dire que c'était super, que c'était excellent, que c'était le bonheur et tout. Enfin, le bonheur. Merde, bon, j'ai plus le mot, tu m'as compris. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, le bonheur, non, pas vraiment. Il a pas sa place dans cet univers-là. Putain, ça annonce du bon. Ça commence déjà à me casser les couilles, là. Je suis à 2 minutes 6, ça me gonfle. Donc, les gens ont commencé à y jouer et à adorer le jeu. On en parlait un petit peu, etc. Et une fois, du coup, après, je crois, limite près d'1 an après sa sortie, longtemps après, j'ai dit, bon, il a des excellentes notes, tout le monde m'en parle, tout le monde dit qu'il est top. Bon, on va peut-être tenter le coup. Du coup, je l'emprunte à un pote, puis du coup, je commence à l'allumer sur la PlayStation 3. On était à la toute fin de la PlayStation 3, je crois qu'il est sorti en 2013 et la PS4 en 2014. Si ma mémoire est bonne. Donc je lance le jeu. Bon. Alors, moi je dirais pas que c'est pas ma licence number one. Je suis pas complètement amoureux du jeu, mais on est sur allez, à mes yeux, c'est du 18 sur 20, quoi. C'est vraiment excellent. Je démarre le jeu et je découvre, bon, déjà évidemment les graphismes, parce que Naughty Dog, à chaque fois qu'ils font un jeu, mais laisse tomber les graphismes. T'as les yeux tes yeux fondent tellement ce que tu vois est parfait. Il y a la modélisation, le niveau de détail dans tout, dans les animations, dans les décors. Tout est absolument incroyable. Visuellement, de toute façon, c'était le plus beau jeu qui existait, je crois, à ce moment-là. Je crois que dès qu'il est sorti, c'était le number one là-dessus. Je vais me suicider. Donc le jeu, voilà, magnifique. On commence avec la petite séquence où on contrôle la fille du héros qui s'appelle Joël. Héros, entre guillemets, évidemment. On contrôle donc la petite Sarah qui se lève, qui est dans le salon avec son père, machin. Les choses commencent à partir doucement en cacahuète quand le voisin commence à devenir agressif et que Joël n'a pas d'autre choix que de le tuer devant sa fille. Tu te dis, ok, il y a un petit problème qui se pose. Et là, on entame une des séquences d'introduction les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo. Une séquence à un niveau d'immersion et d'immersion, comment dire, ça te prend les tripes, quoi. Vraiment, c'est cette séquence d'introduction, à partir du moment où on monte dans la voiture jusqu'à la scène finale, dont je parlerai juste après, incroyable. On sent vraiment la pression qui monte peu à peu. Ça nous saute pas à la gueule, c'est pas tout de suite, hop, 50 zombies dehors, machin, non. On est dans la voiture avec Sarah, la gamine. On peut regarder autour de nous, à travers les vitres, la lunette arrière, etc., et le pare-brise, ce qui se passe. On voit qu'il y a des gens qui commencent à demander de l'aide, à demander de l'aide, et non, on les aide pas, on continue notre route. On voit qu'il y a des embouteillages, que les gens commencent à s'inquiéter, qu'il y a des trucs bizarres à la radio.
Et puis là, bon, arrive le moment où vraiment les premières attaques de zombies se font. La voiture, je sais plus. Oui, on prend la fuite, on se fait percuter par une autre voiture. Et là, on incarne Joël qui porte sa fille et qui doit se barrer de la ville alors que tout est en feu, c'est l'apocalypse absolu. Des zombies, on va dire zombies pour le moment. Absolument partout, un carnage, bref, c'est abominable, mais alors c'est extrêmement bien foutu, comme l'énorme fessier de ma daronne. Et ensuite arrive le moment fatidique de la fin de l'introduction, que tout le monde redoute à chaque fois qu'on refait le jeu. Pour tous ceux qui l'ont fait plusieurs fois, on redoute tout ce moment-là parce qu'il est absolument terrible. Est-ce que je le spoil? Ouais, vas-y, 2013. 2013, donc je le spoil. Bon, ça devrait prendre 2 minutes le temps d'en parler, mais voilà, je spoil la fin de l'introduction d'un jeu de 2013, donc bon, c'est pas non plus trop grave. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Joël qui est blessé. Joël est un peu blessé, il saigne un petit peu, mais c'est une blessure à cause de l'accident, quoi. L'accident de la voiture. Il se fait tirer dessus par un soldat qui croit qu'il est contaminé. Joël se retourne. Il tombe par terre sans avoir de dégâts, de blessures, sauf qu'il se rend compte que sa fille, elle est touchée, et la mise en scène de sa mort est absolument abominable, puisque c'est vraiment, on l'entend, voilà, on voit qu'elle a mal, qu'elle souffre sa grosse race, qu'elle est dans les bras de son père, et que d'un coup elle s'arrête de parler parce qu'elle vient tout simplement de canner la gueule ouverte. C'est énorme. Donc voilà, quand on a cette introduction-là, bah on sait qu'on va passer un moment vraiment très très agréable, que ça va être doux, qu'on est dans une ambiance vraiment cosy, particulièrement agréable, comme tous les autres jeux du studio, quoi. On est vraiment sur du Crash Bandicoot ou du Uncharted, c'est vraiment très fun. Donc de là, le générique démarre, générique culte évidemment, on voit la propagation du virus, on entend parler un petit peu de ce qui se passe, de l'apocalypse, machin, tout ça, et le jeu commence, bam, 20 ans plus tard. Tu fais, ah oui, ok, bon, on est mis direct dans le jus. 20 ans plus tard, bon, évidemment, on est sous... Bon, en gros, dans quel ordre? Ouais, bon, le monde est post-apocalyptique, on se retrouve donc dans des endroits où, voilà, il y a des factions qui survivent, etc., à droite à gauche, dans des bâtiments abandonnés, mais il n'y a plus de véritable structure, il n'y a plus de société, bon, post-apocalyptique, grand classique. Et... donc les zombies dont je parlais tout à l'heure, ce ne sont pas juste des zombies, c'est des kraken nouvelle génération. C'est-à-dire que au lieu de prendre les champignons dans le but de se faire des hallucinations, ils sont directement collés au visage, histoire de rendre ça un peu plus esthétique. Donc on a des hommes champignons qui sont contaminés, qui se comportent comme des zombies, hein, globalement, à part le visuel, il n'y a pas grande différence, sauf que ça se propage à la fois par la morsure des zombies et à la fois par les spores. Et je parle pas de foot ou de tennis, hein. Oh là là, putain, j'adore l'humour. Donc en gros, voilà, tu te retrouves en fait dans un monde où il n'y a plus vraiment de société, où tout part en couille, où t'as des craquettes qui se posent des champignons sur le visage, c'est la merde partout, voilà, c'est l'enfer. En gros, ça se passe en Amérique, donc on est à peu près sous une version alternative de 2024 si Kamala Harris avait été élue. J'ai mis un T à la fin de été alors qu'il n'y en a pas, mais bref. Voilà, en fait, on est sous Kamala Harris en Amérique. Il y a des craquettes partout qui sautent sur des gens pour aucune raison valable. Les gens meurent dans la rue et se font agresser au moindre petit truc pour se faire voler leur nourriture ou le moindre objet qu'ils ont sur eux. Il n'y a plus de société parce qu'en fait... la situation était beaucoup trop défaillante pour que l'humain puisse créer une société stable et pérenne. Voilà, on est vraiment sous le régime très 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 démocrate américain. C'est à peu près le résultat, voilà, j'ai dit 2024, mais non, ce serait sous 10 ans de Kamala Harris au pouvoir. Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Ah putain, les élections américaines. Mais quel plaisir. Quel plaisir incroyable en ce moment, on se régale. Alors, je pense pas que Trump soit un héros de la nation et va sauver le monde et son pays. Enfin, c'est pas un saint, évidemment, c'est pas du tout un saint. Maintenant, j'avoue que son élection, ça fait quand même plaisir. On sait tous pourquoi, avant toute chose, l'élection de Donald Trump nous fait plaisir. Je rote. Oh.
Ça nous régale parce que les woke et les gauchistes sont en larmes et essayent absolument de défendre leur bout de pain, comment on dit, bref, je sais plus l'expression, mais essayent voilà, de discréditer Trump et tous les gens qui votent pour eux. Ils sont en train de chialer, il y a des TikTok de meufs qui chialent et tout parce qu'il a été élu. Mais vos gueules, putain, mais... Ça aurait été tellement pire si c'était votre héroïne, mi-métisse, mi-black, mi-blanche, selon à qui elle s'adresse. Euh, Si elle avait été élue, ça aurait été catastrophique pour vous, enfin, putain, pour tout le monde, en fait. Fermez vos gueules. Oui, Donald Trump, c'est le diable. Mais bien entendu, on passera toujours sous silence que c'est l'un des présidents les moins violents à l'étranger qui a existé. En Amérique, hein, par rapport au président américain. C'est l'un de ceux qui a été le plus pacifique, le moins violent. Tout ce qui est interventionnisme en Irak, etc. Il n'avait pas du tout été sur ce... Il n'a pas du tout forcé cet aspect-là, il l'a même particulièrement réduit. Il a inversé sa courbe du chômage pour qu'elle aille dans le bon sens. C'est l'un des seuls, si c'était le seul président d'Amérique qui a été échangé avec Kim Jong-un pour éviter qu'il y ait des problèmes avec ce pays-là aussi. Quand bien même Kim Jong-un est un énorme fils de pute, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais il a évité aux gens de son peuple qui n'ont rien demandé et qui n'ont rien fait avec Kim Jong-un ou qui que ce soit d'autre, qui ne méritent pas de se prendre une guerre sur la gueule, et il a échangé avec ce chef d'État, pour tout simplement apaiser un peu les tensions et éviter que ce cinglé complètement instable, bridé et obèse, foute le feu à l'Amérique, quoi, tout simplement. Donc le mec a toujours été dans éviter les conflits. Pareil, il veut arrêter de financer l'Ukraine pour stopper un peu la guerre Ukraine-Russie. Et puis de toute façon, ce n'est pas sa guerre. Comme nous, ce n'est pas notre guerre. Il n'y a pas à intervenir dans ce truc-là. Enfin bref, il est capable de dire des dingueries absolues comme boire du gel hydroalcoolique pour ne pas pour guérir du Covid, etc. Il dit des trucs complètement cons. Il a des trucs très rétrogrades, très bon. Voilà, il a ce caractère un peu particulier. Mais à côté de ça, en fait, ce qu'on nous dit jamais, c'est que le mec n'est pas du tout violent comparé aux autres présidents. Il est infiniment moins violent et guerrier qu'un certain Obama que tout le monde suit jusqu'à la moelle, juste parce que il a du style, il est beau gosse, il parle bien, et puis en plus, il est copain avec les stars, et puis en plus, il est noir, donc forcément, c'est un mec bien, on a bien fait de les lire 2 fois de suite. Enculé de merde! Le mec a été infiniment plus pacifique qu'un Obama, mais il se fait cracher dessus comme si c'était le pire danger de la planète, comme si c'était Satan en personne. D'ailleurs, j'avais appris que... c'est Christian Bale. Christian Bale comparait Trump à Satan. Il disait que Trump c'était Satan. Mais putain de merde, mais... Quand est-ce qu'on arrête d'écouter les stars et les gens comme ça ? Pourquoi leur avis devrait avoir de la valeur ? Putain, les stars qui jouent bien, c'est leur acting dans les films qui a de la valeur. Les artistes, les chanteurs qui chantent bien, qui ont des bonnes musiques, je suis nul sur ce sujet-là, mais qui ont des bonnes musiques, ils sont intéressants et c'est leur musicalité qui a de la valeur, leur capacité à faire des bonnes musiques qui a de la valeur. Mais leur avis politique, pourquoi il vaudrait plus que le nôtre en fait ? Quelle est la valeur de l'avis politique de ces gens qui vivent dans un monde complètement à part du nôtre, avec que des putes partout, putes dans tous les sens du terme, des énormes salopes, ça viole à droite à gauche, ça force à coucher, ça se comporte comme des vieilles merdes et tout dans ces milieux-là, et ça vient faire la morale et t'expliquer « Non, il faut pas voter Trump parce que c'est le mal ». Mais ferme ta gueule. Mais ferme-la en fait. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Pourquoi ta parole a de la valeur ? Elle a de la portée, oui, mais elle a pas de valeur, excuse-moi. Tu joues juste dans des films. Mais calme-toi, en fait. Ta gueule. On parle souvent, en plus, moi ça m'énerve ces termes-là, mais t'es un privilégié. T'es un énorme privilégié dans ton milieu. Pourquoi tu fais la leçon aux gens normaux ? Pourquoi ils devraient suivre tes indications de vote alors qu'ils sont dans la vraie vie de tous les jours, ces gens-là ? Putain, mais ta gueule en fait, que ce soit Christian Bale, je crois même, putain, il me semble que DiCaprio a fait ça, DiCaprio qu'on aime tous au niveau de sa carrière d'acteur, tout le monde l'aime, mais putain, il a fait la même. Toutes les meufs stars là qui vont te dire Kamala Harris c'est la reine, elle est trop stylée. Faut voter Kamala Harris parce que c'est une femme. Mais
Mais putain, si Donald Trump avait une énorme chatte, qu'est-ce que... Ça changerait rien, le vote serait le même. C'est pour les idées, en fait, que c'est Trump qui est élu. Putain, mais... oh là 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 là. Je me perds un peu dans mes mots, je suis désolé, mais c'est un truc qui m'irrite énormément. C'est-à-dire qu'on a des stars qui ont sucé l'un des présidents les plus violents de l'histoire, donc Barack Obama, pendant des années, qui vont te dire qu'il faut pas voter Trump parce qu'il risquerait d'être un peu protectionniste, il risquerait de mettre un peu trop son propre pays en avant les autres, il risquerait de faire attention à son immigration, ce qui est la putain de base d'un pays sain et avec de la sécurité contrôlée. Et donc, faut pas voter pour lui, vaut mieux rester sur les idées de ce grand monsieur Obama qui fout le feu partout dans les pays où il passe. Je suis pas sûr que ça se tienne, hein. Putain la vache. Enfin bref, très content, même si ça n'aura pas un vrai énorme impact pour nous, voire même peut-être un petit peu négatif, puisque il va faire du protectionnisme, donc favoriser son économie plus que les autres. Donc peut-être que ça va nous désavantager un petit peu, mais très content que ce mec soit élu pour donner un bon coup de pied dans la fourmilière de fils de pute qu'on se tape depuis 15 ans maintenant. Tous ces énormes gauchos de merde, là, tous ces woke à la con qui comprennent rien à comment fonctionne un pays, à comment fonctionnent les relations internationales, à comment fonctionne un État, putain... Merci les Américains de s'être réveillés, et venez pas me parler de mecs misogynes ou je ne sais quoi, il y a 44% des votantes qui ont voté pour Donald Trump, d'accord ? 44%, certes, c'est inférieur à la moyenne, mais on n'est pas sur 3%, donc vos gueules. Voilà, j'ai pas envie de vous entendre. Merci aux Américains d'avoir élu ce mec-là. J'espère que vous continuerez sur cette voie, que ça réveille un petit peu le monde. Et comme j'ai investi dans les bourses américaines, notamment les grosses bourses de Donald Trump, je suis bien content que ce soit lui qui soit élu. On en profite tous. Bon, tout petit aparté sur cette élection incroyable et fascinante qui va causer des suicides chez les plus fragiles, qui de toute façon n'étaient pas adaptés à ce monde. Bon, on va revenir à The Last of Us. Donc là, The Last of Us, voilà, on change de paradigme, on change de chronologie. On est sur l'élection de Kamala Harris, on est sur des infectés et on est sur des humains méchants. Là, évidemment, The Last of Us qu'on voit le plus souvent et que, bon, j'aime bien, c'est quelque chose de vu et de déjà vu, mais ça reste assez intéressant. C'est cette idée que, ok, il y a des zombies partout. Là, attendez, je lâche une caisse. Voilà, nickel, bon, elle n'a pas fait de bruit. Tout en silence, coquine va. Il y a des zombies partout, et pourtant, comme on le dit toujours dans ces histoires-là, le plus grand danger, c'est pas les zombies, parce qu'un zombie, c'est juste, voilà, ça court devant toi, ça ne réfléchit pas, ça cherche à t'attraper, à te bouffer, tu sais comment ça se passe, quoi. Alors que le danger réel, quand il n'y a plus grand-chose à perdre dans un monde comme celui-là, c'est les autres humains, évidemment. Et donc... on va incarner Joël tout au long du jeu, sauf à un chapitre précis, qui va devoir emmener une gamine en dehors de la ville où il est, assez loin. Évidemment, il va traverser une partie... j'ai jamais trop compris la géographie d'ailleurs. Je sais pas s'il traverse une... Je sais pas, il doit pas traverser une partie du pays, mais on dirait que le chemin qu'il parcourt est absolument énorme. J'ai un peu de mal à comprendre la géographie dans ce jeu. Mais il doit emmener une gamine assez loin, qui s'appelle Ellie, pour... il sait pas pourquoi, on lui dit, voilà, j'ai une mission à te confier, évidemment tu seras payé, tu auras des vivres, des armes, etc. Mais il faut que tu emmènes cette gamine faut que tu ramènes cette gamine aux Lucioles, qui est un groupe, une faction, donc on ne connaît pas encore les objectifs à ce moment-là. On découvre Ellie, qui est une petite peste, un peu casse-couille avec Joël, mais au moins c'est une bonne description de ce qu'est la femme en temps normal. Même si là c'est pas une femme, je crois qu'elle a 12 ou 14 je crois. Et donc on va emmener la petite Ellie à l'extérieur de la ville. Ça va créer évidemment plein de situations. On va avoir des rencontres hostiles, des rencontres amicales. Il y aura énormément de morts sur nos passages, bien entendu, sinon on ne s'amuse pas. Et puis on découvre en fait assez rapidement que la raison pour laquelle on emmène la gamine, c'est parce qu'en fait elle s'est fait mordre, mais que malgré la morsure, elle est encore en vie. Ouh là là, surprise incroyable, jamais vue dans l'histoire du jeu vidéo, de la fiction en général. Donc voilà, elle semble immunisée en fait au cordyceps, qui est le champignon que consomment les crackheads et qu'ils se posent sur le visage. Et donc du coup, on va devoir l'emmener
aux lucioles qui, on s'en doute, est là pour étudier un petit peu son immortalité, son immunité. Non? Si, c'est ça, son immunité? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un autre mot? Putain, vache. Catastrophique. 5 points de QI, le podcast le plus adapté à son créateur. Donc voilà, et en fait on va parcourir au cours de 4 longs chapitres qui en fait correspondent aux 4 saisons. On va découvrir des personnages, on va rencontrer certains vont finir tragiquement, d'autres vont être simplement de passage, d'autres seront des gens pas très aimables. Je pense au chapitre de la neige, de l'hiver, où on tombe sur quelqu'un de moyen sympa. C'est-à-dire qu'il bouffe les gens, quoi. Donc c'est un peu chiant, c'est pas agréable. On a vu mieux en termes d'accueil que quelqu'un qui veut te manger. Bon, après voilà, c'est pas grave. Moi aussi, j'aime bien me faire manger la teub par toutes vos mères. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est un road trip à deux avec Joël, Ellie et contre le monde, contre le monde, les hommes champignons et puis les comment on appelle ça, les pillards, les cannibales. Bon, très très bonne ambiance, très sympa. Donc au niveau de l'histoire, en vérité, je sais pas, je dirais que ça raconte pas énormément de choses jusqu'à la fin, quoi. Je rote. Putain, c'est le festival des gaz aujourd'hui, on se croirait à... Je vais pas en dire plus. On n'a pas un scénario qui est hyper... Je dirais, le scénario, ouais, il me passionne pas plus que ça tout le long. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la relation entre les deux personnages, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire que Ellie, elle est un peu antipathique au début parce qu'elle a jamais connu ses parents, elle est un peu méfiante, etc. Joël, il a perdu sa fille et il veut pas la remplacer. Il est en mode, voilà, ma fille, c'est ma fille et personne peut prendre sa place. Et donc, je me détache de Ellie. Et puis peu à peu, évidemment, la relation père-fille va se créer au fur et à mesure. Là, par contre, la relation père-fille, elle est quand même belle, elle est vraiment bien écrite, elle est intéressante, c'est progressif et c'est crédible. C'est vraiment crédible, on comprend que peu à peu, l'un s'ouvre à l'autre, etc. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça se passe bien, des moments où c'est beaucoup plus compliqué, leur relation. Et à la fin, et du coup, peut-être parler du... Je parlais de la fin d'abord, là. Donc la fin, on découvre qu'en fait, Ellie, si on veut tenter peut-être, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est peut-être avoir un vaccin contre les crackheads, il va falloir intervenir sur le cerveau de Ellie, et donc on n'a pas d'autre choix que de la tuer. Alors la tuer de manière douce, dans son sommeil, à l'hôpital, etc., mais de la tuer. Et donc quand Joël apprend ça, finalement il se dit putain mais en fait Ellie, je crois que je l'aime bien, je crois que je vais en faire ma fille, pas ma femme, ma fille, et aller la sauver. Et donc il explose absolument tout le monde sur le chemin de la chambre d'hôpital d'Ellie, des gens honnêtes qui en fait voulaient juste sauver l'humanité en misant sur le cas Ellie. Pour y arriver, ils se font tous exploser la gueule par Joël sans aucune vergogne, jusqu'à ce qu'il arrive à la salle où se trouve Ellie, avec les chirurgiens qui sont sur le point de l'opérer, et je crois, du coup le jeu ne nous laisse pas le choix. Pour que la cinématique où on emmène Ellie avec nous se déclenche, on doit tuer les pauvres chirurgiens qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont rien demandé, on doit les tuer et se barrer avec Ellie. Et le jeu se termine sur un mensonge, dans lequel Ellie elle nous demande ce qui s'est passé quand elle dormait. Joël explique qu'en fait, des gens comme elle, il y en a d'autres, et qu'ils n'ont pas trouvé de moyen de réparer le virus. De réparer le virus, n'importe quoi, réparer le virus, mais fils de pute. Oui, excusez-moi, je suis bien chez AD Carrosserie. Oui, je vous explique, j'ai le Covid-28, est-ce qu'avec votre clé de 12 et votre huile de moteur, vous pourriez me réparer le virus, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, bisous. Connard, putain, n'importe quoi. Il pouvait pas faire de vaccin, en fait, malgré, il invente qu'il y avait d'autres gens comme elle et qu'ils n'ont pas pu créer de vaccin pour ça.
Et elle a du mal à le croire, elle lui dit cette scène finale par contre elle est incroyable. Cette scène où elle lui dit vraiment tu me jures que ce que tu viens de me dire est vrai. Il lui dit oui. Et là on attend peut-être 10 secondes où elle le fixe droit dans les yeux et elle fait ok. Et là le générique de fin se lance et là tu te dis putain c'est fort parce que vraiment le mec, ça c'est pas du tout manichéen quoi. C'est-à-dire qu'on a un héros qu'on arrive un peu à comprendre mais qui en même temps vient d'exécuter des innocents pour ça, parce qu'il s'est attaché à une personne qui était un possible espoir de l'humanité, quoi. Et il finit en plus par mentir à sa fille adoptive, entre guillemets. Le jeu se termine sur un mensonge. Et c'était assez balèze quand même à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que l'histoire, pour moi, elle ne raconte pas énormément de choses, sauf à la fin qui est super intéressante. Donc ça c'est pour l'histoire. Au niveau du gameplay, en fait on est vraiment sur de l'action-aventure, disons, classique. Il y a une bonne mécanique avec le fait de préparer en direct ses kits de soins sur le terrain, de fabriquer les choses en direct, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment le sac en temps réel dans le jeu pour préparer ses petits kits de soins, pour équiper une arme, pour utiliser les kits de soins, pour préparer les grenades, des choses comme ça, les grenades artificielles, etc. Les grenades fait main. Et du coup, voilà, cet aspect-là qui est assez intéressant. Sinon, c'est agréable à manier. Le personnage, forcément, comme les animations de Naughty Dog sont tout le temps parfaites, le personnage est agréable à manier. Les sensations de corps à corps, oh putain. Là, c'est pas des patates de forain, c'est pas des patates de forain, c'est directement la grande roue du forain qui te met une patate. Là, c'est l'étape du dessus, c'est le bras oxygène. Ceux qui connaissent les fêtes foraines, c'est oxygène qui te met une patate directement dans les dents. La violence des coups au corps à corps, c'est impressionnant. La caméra se rapproche, la puissance des coups, elle est vraiment bien ressentie, c'est ultra violent. C'est sympa. Les sensations de shoot aussi sont assez bonnes de mémoire. Putain, j'ai encore envie de roter, mais quel enfer. Allez. Oh, je crois qu'il s'entendait même pas, putain. Personne n'y gagne. Donc ouais, gameplay de combat très violent, mais très agréable à manier. Gameplay d'infiltration. L'infiltration, elle est pas trop mal. Elle fonctionne assez bien. Bon, ça reste, voilà... Des fois, les mecs, ils ont une visibilité qui est pas terrible, mais... Ça reste vraiment correct. Il y a des petites phases de stress parce que les craquettes sont aveugles. Donc on est obligé de discrètement passer près d'eux. Parce qu'en fait, évidemment, on est dans un jeu un petit peu de légère survie. Donc on n'a pas toujours beaucoup de munitions, on n'a pas toujours beaucoup d'équipements efficaces. Et les craquettes ne peuvent pas être attaquées simplement au coup de poing, sinon on meurt. Donc des fois, quand t'es un peu dans la mouise au niveau des armes, et pourquoi j'entends du bruit? Je voyais. Sûrement un agresseur sexuel, rien d'inquiétant. On est obligé de passer silencieusement au milieu des ennemis, et puis ils font leur petit bruit, leur petit claquement, leur pas un peu... pas totalement... Comment dire, ils marchent pas droit, quoi. Voilà, on se demande un peu ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont se retourner. Bref, il y a vraiment une tension qui se passe avec les craquettes qui est assez agréable. Mais sinon, voilà, on est sur un gameplay relativement classique. En fait, voilà, c'est assez classique. Il y a 2-3 idées, mais c'est très 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 efficace. Ça marche vraiment très bien. Et c'est vraiment millimétré, quoi. Vraiment, Naughty Dog, tout est millimétré. La moindre animation, le moindre petit décor. Enfin, je parle pas vraiment de gameplay, mais tout est vraiment... c'est manié d'une main de maître, quoi. C'est vraiment super impressionnant. C'était un grand moment à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour le 1, je vérifie que je vous ai pas oublié d'éléments importants. Voilà, moi ce que j'en pense c'est que c'est un très bon jeu, en fait je me rendais même pas compte que j'appréciais y jouer, c'est-à-dire que j'avançais dans le jeu sans même me poser de questions, juste kiffer, voilà. C'était tellement bien fini, tellement agréable, j'avançais, je faisais mon aventure et ça passait vraiment tout seul, quoi, c'était super agréable. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, comme je dis, c'était un 16-18 sur 20. 17-18 sur 20 pour moi, ce jeu-là. Donc voilà, très très bon jeu. Je pense avoir fait le tour à ce niveau-là. Donc après, évidemment, là on a fait The Last of Us 1, mais 7 ans après. Et 7 ans in-game aussi. Le temps est passé en même temps dans la vraie vie que dans le jeu. On a eu droit à The Last of Us partie 2. Et quel jeu! Et quel jeu! ça
sa sortie a quand même marqué l'industrie parce que vraiment, il s'est passé des choses dans ce jeu et autour de ce jeu qui sont particulières. Euh, Bon, déjà, on va parler vite fait du crunch. Parce qu'en fait, Naughty Dog, alors j'applaudis évidemment de tout le monde être les développeurs. Je fais un petit aparté pour ceux qui demandent, je n'ai pas joué au multijoueur de The Last of Us 1, donc je n'en parlerai pas puisque je n'y ai pas du tout joué, c'était pas mon truc, moi le PVP ça me gonfle, je l'ai déjà dit. Un jour on parlerait peut-être de un ou deux jeux PVP, il y a peut-être moyen que, voilà, faudra pas mettre d'écouteurs à ce podcast là parce qu'à mon avis je vais m'énerver très très vite. Enfin bref. The Last of Us Partie 2, quand il est sorti, c'était pas le seul, mais lui particulièrement, on a entendu parler du crunch, notamment chez Naughty Dog, qui apparemment pratique un management et impose des horaires et une quantité de travail à ses développeurs qui est monstrueuse. Je crois qu'on était sur du 80 heures semaine, 7 jours sur 7, pendant les 6 derniers mois, voire la dernière... Enfin, peut-être la dernière année, j'ai un doute. Là, je dis peut-être des conneries, mais évidemment, il faut, voilà, pour avoir les bons chiffres, il faut se renseigner et regarder sur Internet, mais ils ont travaillé comme des énormes porcs. Ah putain, encore un euro, mais qu'est-ce qui se passe dans mon estomac? Pourquoi mon estomac est une chambre à gaz? Les mecs étaient épuisés, ils en pouvaient plus. La récup, c'était vraiment après la sortie du jeu, je crois qu'ils ont pu récupérer un peu tout ça. Bref, des conditions assez infâmes. En fait, l'Amérique, le studio je crois que c'est un studio californien, s'est transformé en studio chinois l'espace de quelques mois ou d'une année. Et apparemment, c'est pas la première fois que c'est comme ça un peu sur tous leurs jeux, et ça, c'est quand même un énorme problème, et c'est pas les seuls du tout, hein. Il y a CD Projekt. En fait, c'est très simple. En fait, si un jeu est bien, c'est qu'il y a eu du crunch derrière. Il y a des mecs qui ont travaillé comme des chiens toute la semaine pendant des mois entiers derrière. Si un jeu est stylé, a de l'ambition, voilà, c'est ce qui se passe derrière, quoi. Donc, si on me dit que chez Ubisoft, ça crunch, il va falloir vraiment me l'expliquer, là. Putain, Ubisoft. Allez, on dévie. Alors, je vais pas trop dévier, je pense qu'ils méritent un podcast à eux entiers, ces énormes chiens de la casse, là. Putain, s'ils crunch pour sortir les merdes qui sortent, mais c'est-à-dire que tout le monde est haïssable, quoi. Autant les développeurs que la direction, quoi. Tout le monde est une merde là-dedans. Ubisoft. Non, mais non, il faut un podcast entier. Il y a trop de choses. Moi, ça me... Depuis 2017, je crois. Depuis Ghost Recon Wildlands. Et ça aussi, on en parlera, Ghost Recon Wildlands. Je le dis, je n'arrête pas de dire que Ubisoft pue la merde, est en chute libre, fait que de la daube, est détestable sur tous les plans. Et il a fallu facile 3 à 4 ans de plus pour que les gens commencent à se le dire. Et encore aujourd'hui, en 2024, il y a des gens qui arrivent à dire « Oui, Ubisoft, il commence à déconner. Hein. Il commence à faire de la merde. » Fils de pute. Énorme fils de pute. Ça fait depuis au moins 2017 que c'est une catastrophe, ce studio de merde. On en reparlera plus en détail. Il faut un podcast entier là-dessus, parce que là ça va durer 4 heures si je parle là-dessus. Oh putain, Ubisoft. Est-ce qu'on peut faire un aparté, s'il vous plaît, sur le fait que ils ont sorti, là à l'heure où je enregistre le podcast, j'ai appris ça il y a 2-3 jours, ils ont sorti un skin en partenariat avec Nier Automata. Si vous connaissez 2B, le personnage principal qui est à peu près le fantasme de tous ceux qui y ont joué. Putain, c'est un festival. Mon estomac, c'est un festival absolu. C'est une rave party là-dedans, avec des crackheads et des cordyceps. Ils ont sorti un skin en partenariat avec Nier Automata, avec 2B, qui est donc l'une des personnages de jeux vidéo vraiment les plus bonnes de ces dernières années. Tout le monde, enfin voilà. Si elle existait en vrai, je pense qu'il faut pas que si elle existait en vrai, faudrait pas qu'elle sorte après 22 heures dans certaines villes de France, si ce n'est toutes. Voilà, ultra fraîche, etc. Et ils ont décidé de faire un skin d'elle, mais style trans. Ils ont fait 2B trans. Ils ont pris l'un des personnages les plus sexy de l'histoire du jeu vidéo pour en faire un trans. Je rêve, mon rêve absolu, c'est d'avoir le nombre
de vente de ce skin. Combien de personnes l'ont acheté? Putain, mais... To be trans. Putain, la gueule. Mais la gueule. Mais j'aimerais tellement... Mais putain, mais... Je veux les photos des développeurs d'Ubisoft. Je veux leur gueule. Je vais instaurer un quota dans les entreprises. Je vais... Vous savez, le spectre de couleurs qui va de rouge à, je sais plus... de rouge à violet, peut-être, infrarouge, ultraviolet. Bref, le spectre de couleurs. On va prendre, au milieu du spectre, on va mettre marron, noir, jaune. Donc les couleurs naturelles des cheveux. Et on va même être gentil, on va mettre orange. On va vraiment être tolérant aujourd'hui. On va faire preuve d'ouverture d'esprit. On va mettre ces couleurs-là qui correspondent aux couleurs des cheveux naturels de l'homme, de l'être humain. Voilà. Noir, marron, jaune et même orange, parce que, voilà, même pour la vanne, je les garde. C'est presque des êtres humains, donc on va les mettre dedans, les roues. Donc, je vais faire ça, et puis, au-delà de ce spectre de couleurs, on va mettre le bleu, le violet, le vert, le rose pétant, le violet pétant aussi, et on autorisera à la limite les légères teintures pour les femmes, légères teintures de rouge, voilà, les petites teintures comme ça. Tout ce qui est dans ce spectre de couleurs, ça dégage en fait. Hors du spectre, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a les couleurs principales, on a les couleurs avec petites teintures légères de rouge sur des cheveux noirs, ou voilà, ce genre de choses. Et tout ce qui est en dehors de ce spectre de couleurs n'a pas le droit de vote, n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit de travailler en entreprise, sauf tout en bas de l'échelle, vraiment des métiers détestables, n'a pas le droit de se plaindre aussi de ce métier détestable. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on est sur un bon début de régime autoritaire justifié. Voilà. Ça me paraît être un bon plan au niveau de la politique française. Je pense que je pourrais me présenter avec ce programme-là. Il y a des chances que je gagne quand même. Voilà, donc tout ce qui est au-delà du spectre de couleur des cheveux, ça dégage. Je n'en veux plus dans le milieu artistique parce que c'est plus possible. Je ne supporte plus d'avoir des to be trans. Non, en fait, ta gueule. Faites comme The Last of Us 2 dont on parlera plus tard si vous voulez foutre des trans justement. Je vais attaquer The Last of Us 2 juste après, il y aura ce sujet là rapidement qui sera abordé. Mais voilà, plus de droits pour ces gens-là, peut-être le droit de respirer à la limite, si vraiment je suis de bonne humeur le jour où je suis élu, ils auront peut-être le droit de respirer. Et en fait le nombre de piercings qu'il y a sur leur nez est égal au nombre de doigts qu'on leur coupe. Voilà, ça me paraît être un bon gouvernement, un bon régime, démocratie, monarchie, dictature, ouais je crois que c'est régime, c'est ça. Voilà, ça me paraît être un bon régime, un bon gouvernement. On peut partir sur ce programme-là, votez Ravetch, je vous remercie. Donc, bref, Ubisoft, c'est infernal, puis il n'y a pas que le wokisme, évidemment, s'il y avait que ça, ce serait pas le problème, la preuve avec The Last of Us 2 d'ailleurs, comme j'ai dit, on va revenir dessus. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas que ça. Les jeux puent la merde. Il n'y a aucune innovation. C'est fini à la pisse. Tout est détestable de A à Z. C'est de la grosse merde depuis bientôt 10 ans. C'est n'importe quoi. Les graphismes n'ont pas évolué depuis 2017, depuis Assassin's Creed Origins. Je ne sais même pas si les nouveaux Assassin's Creed ont des meilleurs graphismes. Je suis pas sûr. C'est vraiment de la merde, le gameplay explosé, les sensations, tout est nul, l'histoire n'est jamais intéressante. En fait, il n'y a aucun travail de fond. C'est vraiment des produits, c'est comme les films Marvel, c'est des produits. Il n'y a vraiment aucune âme, aucune intention de bien faire. Il y a juste des intentions de propagande de merde et c'est tout, quoi. Vraiment, Ubisoft, c'est tamé. C'est même pas acheté à la poubelle, c'est-à-dire qu'il faut jeter Ubisoft à la poubelle, foutre de l'acide dans le sac, y mettre le feu, et les débris qui restent, on les fout, je pense, dans un volcan encore en activité. Voilà, c'est le seul moyen de se débarrasser convenablement d'Ubisoft. C'est infernal, quoi, vraiment, mais putain, il faut que ça s'arrête. Là, j'ai même plus envie de les voir... En fait, j'ai même plus envie de voir Ubisoft reprendre du poil de la bête. Alors, je sais plus, et je suis fatigué, je me perds dans les expressions. Je veux même plus voir Ubisoft se réveiller et produire des bons jeux et remonter la pente et gérer. Je veux juste les voir s'effondrer et qu'un autre prenne la place, quoi. Putain, il faut que ça dégage, mais
C'est vraiment de la pisse de porc décédé, ce studio. Vraiment, je ne peux plus les supporter. C'est catastrophique. Bref, voilà, petite parenthèse sur Ubisoft. Il y aura un podcast entier dessus, on va se régaler. Ce sera purement de la haine, comme les jeux PVP. Attaquons The Last of Us Part 2. Donc sorti en 2020. Ouais, en plus ça a été le crunch avec le télétravail, avec le Covid et tout. Putain, c'était le chantier, le développement. Et c'est drôle parce que le jeu est tellement dur, tellement sombre et tellement dans la haine qu'on dirait que ça fait un espèce de petit parallèle avec le développement, quoi, avec ce qu'ont subi les développeurs. Il y a un côté, c'est horrible, c'est dur, c'est sombre, et c'est ce qu'ont vécu les développeurs pendant un an, quoi. C'est très particulier. Donc le jeu sort en juin 2020 de mémoire. À cette époque-là, j'attendais beaucoup plus Cyberpunk en fin d'année, plutôt que The Last of Us Part 2. Mais du coup, bah voilà, j'ai fait The Last of Us en premier, puisqu'il sortait en premier. Et alors là, très particulier. Il s'est passé énormément de choses autour de ce jeu. Ça a enflammé Internet et surtout les cassos de Twitter que je ne supporte pas. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Par où commencer en fait en parlant de ce jeu ? C'est un peu la question que je me pose. Je regarde mon téléphone parce que je suis d'une insolence absolument incroyable. Hop, ok. Par où commencer ? On va commencer peut-être par le gros point. Le gros point du jeu, le truc le plus important. Voilà, le truc premier. Le jeu est extrêmement couillu, extrêmement osé, puisque on a passé donc une 12aine d'heures de mémoire avec Joël lors du premier jeu. On a découvert le personnage, sa psyché comme on dit, son développement de personnalité, etc. Son attachement avec Ellie. On s'est vraiment attaché au duo, quand bien même qu'on aime ou pas Joël, en tout cas c'est un personnage qui est entier, avec ses énormes défauts et ses qualités. Et vraiment, on a attendu son retour pendant 7 ans. Et je pense vraiment aux fans hardcore qui ont attendu son retour pendant 7 ans. Hop là, je me fais un petit point, je viens de penser à un truc. Hop. Merde, putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, Merde, j'ai peur, je fais c'est n'importe quoi, le niveau d'amateurisme c'est lamentable, je fais aucun effort. On s'est attaché à Joël, voilà. Joël, personnage qu'on attendait depuis 7 ans, on attendait son retour, et évidemment celui aussi de Ellie. Donc le jeu commence, le tout début du jeu, ouais, le tout début du jeu ça va. Joël et Ellie, bon, se sont embrouillés quand même. Ils se sont embrouillés, mais ils vivent dans une espèce de petite ville un peu comme un grand village, où vraiment on ressent quand même que c'est un village en paix. C'est un village où il fait bon vivre dans ce milieu un peu horrible de post-apocalypse. C'est vraiment beaucoup mieux que tous les endroits qu'on a vus dans le 1. En plus, c'est ambiance de Noël, guirlande, lumière, enfin. Guirlande, je suis pas sûr parce que je sais plus s'ils ont trop moyen de faire ça, mais bref, petite lumière, neige partout, les enfants qui jouent, un mec qui fait son barbecue et qui vend sa viande, vraiment le marché à l'ancienne quoi. Très bonne ambiance. Je crois on a 2 à 3 heures d'intro. On découvre un autre personnage, on comprend pas trop ce qu'elle fait là. Elle se bat contre des zombies et tout, enfin contre des claqueurs, puisqu'ils s'appellent des claqueurs. C'est le surnom de ma main. Sur la joue de ma copine quand elle prépare mal le plat du soir et qu'il est un peu froid. Mais bon, rien d'alarmant. Ouais, donc elle se bat contre des claqueurs, on sait pas trop qui c'est. Ensuite, on revient sur Ellie, on découvre 2-3 autres personnages, un Asiate et une Indienne, parce que bon, faut bien faire des quotas. Enfin, je crois qu'elle est indienne, je sais pas trop si elle est indienne, arabe ou autre, je me rappelle plus trop. Ouais, voilà. Donc on a cette ambiance sympathique, une personnage qu'on connaît pas qui est un peu dans la merde avec des claqueurs, et au bout d'un moment, bon c'est pas dans le village, c'est à l'extérieur du village, mais tu as donc la fille qu'on ne connaît pas et Joël qui se rencontrent par hasard, Joël qui sauve en fait cette fille-là d'une attaque de claqueurs, et on sait pas pourquoi, quelques minutes après je crois, Joël, son frère et cette fille-là se retrouvent autour du groupe de la fille. Entourés du groupe de la fille. Et d'un coup, elle lui tire une balle de fusil à pompe dans la jambe. Et là, tu fais « Oh quel est...
Excusez-moi, quel est votre problème, madame? Pourrions-nous peut-être discuter avant? Je pensais déjà serrer la main, peut-être discuter autour d'un thé. Et vous mettez une balle, une chevrotine de fusil à pompe directement dans la jambe. Oh, c'est-à-dire que c'est pas extrêmement poli, quoi. On pourrait faire mieux comme accueil. Bon, ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne, hein, ma foi. Hein, c'est la réaction d'un gaucho quand il se fait tirer dessus. Donc il se prend une balle dans la jambe, on se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce bordel? On réincarne Ellie qui du coup, je sais plus exactement comment ça se passe, mais elle va aller chercher là où se trouve Joël. Et au moment où elle arrive, on se rend compte qu'en fait Joël se prend des coups de club de golf directement dans le visage, bon rien de très désagréable en somme, par cette fille. Ellie est bloquée, immobilisée à terre, et elle hurle, elle essaye de le sauver à tout prix, et là on se dit mais non, attends, ils vont pas... Ça fait 3 heures que je viens de démarrer The Last of Us 2. Il va pas se passer ça quand même. Ils vont pas faire ça tout de suite. Et bah si. Il se prend un coup de club de golf dans la gueule et ça le tue. Ils ont tué le héros du 1 au bout de 3 heures de jeu. Mais là tu fais mais attends quoi? Mais c'est pas ce qui était convenu, c'est pas ça que j'avais signé moi dans le contrat. Moi j'avais prévu de jouer Joël pendant des heures encore, non? Eh ben non. Tu joueras pas Joël parce qu'il s'est fait exploser le cerveau à coups de club de golf par une inconnue que en plus il a sauvé. Donc là tu fais ah oui. Ah bon, c'est comme ça. D'accord. Donc, et c'est là que ça a gueulé, que Internet s'est enflammé et que ça a pété des câbles. Bah oui, le héros est mort au bout de 3 heures quoi. Et moi j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, putain, ils ont osé, quoi. Ils ont eu le culot de faire ça, de tuer le héros, mais non pas à la fin du jeu. Ça peut arriver que les héros meurent à la fin de l'histoire. Non, 3 heures. Et en plus, on ne sait pas à ce moment-là, mais le jeu, il dure près de 30 heures. C'est 1/10 du jeu. Le mec meurt au bout d'1/10 du jeu, alors qu'on s'était attaché à lui et qu'on voulait le retrouver après 7 ans. J'ai trouvé ça absolument incroyable d'avoir osé ça. J'ai surkiffé, j'ai trouvé ça trop fort. Et genre, vraiment, je l'ai ressenti, quoi. J'étais, mais putain, mais c'est fou, genre, il y a un moment où tu bugs, tu poses la manette et tu fais, mais attends, il vient vraiment de se passer ça, quoi. Waouh, ok, bah voilà, super, bonne ambiance. Mais du coup, voilà, tu incarneras Ellie, j'allais dire tout au long du jeu, mais non, il y a un autre twist. Donc tu incarnes Ellie qui va chercher évidemment à se venger de cette fille qui s'appelle Abby. Puisque bah forcément, ça faisait maintenant 7 ans, si on considère le jeu de base, ça fait même 8 ans, que elle est attachée à Joël et qu'elle en a fait un petit peu son père de substitution. Et du coup, bah voilà, il s'est fait exploser la gueule et donc elle va se venger. Donc on n'est pas sur une histoire comme dans le 1 de quête vers l'inconnu et au dernier moment une décision un peu sombre, un peu noire. Non, là on est directement sur de la vengeance pure et dure. Et Ellie ne s'imposera absolument aucune limite pour arriver à ses fins. Et le jeu est 10 fois plus noir que le précédent, vraiment. Alors The Last of Us 1, c'était pas la joie. Mais alors The Last of Us 2, ouf. C'est cru quoi. C'est pas très sympa. C'est-à-dire que quand tu vois des chauves pendre et éventrer quelqu'un en même temps, bah tu contournes. Tu vas pas leur dire bonjour, pareil tu leur proposes pas le thé, bon, t'évites de les croiser quoi. L'ambiance c'est ça. L'ambiance c'est beaucoup de moments de nuit dans mes souvenirs, beaucoup de moments de nuit. De la violence pure et dure, des gens qui hurlent de douleur quand tu leur tires dessus, des flaques de sang, d'un réalisme, mais c'est... Ah, puis évidemment les graphismes. Les graphismes de The Last of Us 2, mon nom de Dieu, exceptionnels, magistraux, sublimes. Et les animations faciales, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est les plus belles qu'on ait jamais vues. On peut débattre de la beauté des graphismes entre Red Dead 2 et The Last of Us 2, Red Dead 2 pour la version PC et Red Dead 2 pour la version PC et The Last of Us 2 pour la version PS5. On peut se poser la question de qui a les plus beaux graphismes. Par contre, au niveau des animations faciales, alors là, on est au firmament de ce qui se fait aujourd'hui. On n'a jamais vu ça, les visages sont tellement expressifs, tellement réalistes, tellement bien foutus. Il n'y a aucune... comment ça s'appelle? Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, je crois.
où les choses ressemblent à des humains mais ne sont pas assez humains, et ce qui fait que ça crée un effet perturbant pour nous. Là, il n'y a pas ça, hein. Là, on est sur du réalisme, mais de fou furieux. C'est exceptionnel au niveau des animations faciales, des animations tout court, de quoi donc des décors, etc. C'est monstrueux. J'en ai perdu le fil, mais voilà, incroyable. Mais du coup, ça crée encore plus de réalisme à la noirceur qui se passe dans ce jeu-là, puisque clairement, quand tu égorges quelqu'un, c'est pas... C'est dans les vieux jeux de merde. C'est pas... c'est... C'est abominable. Alors par contre, ce qui me fume, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est le même bruit quand tu égorges quelqu'un que quand tu lui mets un coup de batte de baseball dans la gueule. C'est-à-dire que si tu le tues à coup de batte de baseball, tu vas entendre le même bruit. Ça, c'est Taz en fait. Les mecs se font égorger, ils deviennent Taz. Ils se prennent un coup de batte de baseball, Taz. Ils meurent d'une balle dans le cœur, Taz. On en a rien à foutre. Taz partout. Taz dans ton trou. C'est n'importe quoi, mais alors c'est d'une violence. Et chaque petit tir au 9 mm, ça peut être au fusil à pompe ou au 9 mm, enfin non, ça va pas marcher, je vais prendre juste le 9 mm, petit pistolet, petit tir dans la tête, c'est sympa. Dans tous les jeux et films du monde, c'est sobre. C'est un trou rouge, du sang de l'autre côté sur le mur, etc. Fin. Là non, tu tires au 9 mm dans quelqu'un, tu as un trou à l'avant, et tu as l'arrière qui est explosé. C'est-à-dire que tu as le cerveau qui ressort, il y a des morceaux de cerveau sur le mur, enfin c'est... Putain, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Il est abominable, mais alors tellement efficace, tellement fort, putain, vraiment c'est quelque chose. Vraiment très très sombre. Mais voilà. Donc du coup, on va incarner Ellie pendant les 15 premières heures de jeu, qui va du coup poursuivre le groupe de Abby, qui a tué Joël, et qui va se perdre dans la haine, évidemment, puisque la vengeance c'est jamais bien. Bon, voilà, là, on a toujours la même morale, mais bon, voilà. Donc elle va se perdre dans sa haine, elle va exécuter tout le monde, des gens qui entouraient Abby, mais qui n'étaient pas forcément des mauvaises personnes. Elle va partir complètement en couille, aveuglée par la haine de cette fille-là. Comment ça se termine les 15 premières heures? Je réfléchis. Je me souviens pas vrai. Ah si, les 15 premières heures, si, c'est terrible. Ouais, c'est dans la scène de théâtre du coup. Vu qu'elle a explosé tous les potes d'Abby, et que Abby, elle aime pas trop ça, notamment dans les potes d'Abby, il y avait juste une femme enceinte, quoi. Putain, mais quelle horreur. Elle a buté une femme enceinte, enfin bref, c'est abominable. Et du coup, Abby va se venger à son tour, et va chercher Ellie dans le théâtre, et elles se foutent, elles butent d'un coup comme ça. Il y a un des potes de Ellie qu'on voit depuis le début du jeu, il ouvre une porte, bam, balle dans la tête, terminé, on n'en parle plus. Et après, elle se bat contre Ellie, sauf qu'au moment où elle va se battre, il y a un twist. Et là, attention, encore une fois, Internet s'est enflammé. Mais là, par contre, où ça va m'énerver. On va en parler. À ce moment-là, lorsqu'il y a l'apogée de la tension entre Ellie et Abby au théâtre, le jeu se coupe, et on commence à incarner Abby dans le passé. En gros, on va incarner Abby dans le passé, à la fois découvrir un petit peu sa vie, les flashbacks avec, je crois que c'est avec son père à la chasse ou un truc comme ça. Allez hop, un nouveau. Ah putain, il est pas sorti celui-ci. Un raw. Et donc là en fait la grosse coupure, elle a énervé beaucoup de gens. Alors c'est pas que ça. À la limite que la coupure frustre les gens parce que on a une montée en pression très haute. On met un stop pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Je comprends cette frustration. Par contre, celle que je comprends moins, c'est ceux qui parlent de Abby et qui la déglinguent. Donc en fait, on découvre donc que Abby a un père non absent. C'est pour ça qu'elle n'a pas les cheveux teintés en bleu, rose ou vert. Le père était bien présent et aimant. Donc ça a joué forcément sur son physique derrière. Même si son physique est un petit peu particulier, on reviendra dessus. Et on voit sa vie à la fois passer avec son père et surtout, en fait, les derniers jours, quand Ellie a commencé à foutre la merde et à tuer ses potes, ce qui s'est passé de son point de vue à elle, quoi. Tout ce qu'elle a vécu de son point de vue. Et on comprend que si elle a tué Joël au début du jeu, c'était pas pour rien gratuitement, il y avait un sens à tout ça. C'était qu'en fait, Joël, lorsqu'il a tué les chirurgiens
dans la salle d'opération où Ellie se trouvait dans le premier jeu, eh bien le chirurgien principal était le père d'Abby. Donc c'est encore une fois une histoire de vengeance des deux côtés. Joël tue pour défendre sa fille, adoptive, enfin de substitution. Abby se venge du meurtre de Joël. Putain, j'ai roté oui ou merde. Il faudra prendre une décision, monsieur. Abby se venge du meurtre commis par Joël et Ellie veut se venger de la vengeance d'Abby, donc c'est le cycle infernal de la vengeance qui ne s'arrête jamais, etc., etc. Et donc on découvre non seulement son point de vue par rapport à ça, mais aussi la perte de ses proches, de ses potes, tout au long des quelques jours de traque de Ellie. Elle voit tout le monde disparaître peu à peu, donc on se met à sa place et c'est vraiment la merde. Tu m'étonnes qu'elle déteste Ellie et qu'elle veuille la dérouiller dans le théâtre, c'est tout à fait normal. Alors, ça râle aussi parce que cette deuxième partie du jeu, elle est moins intéressante, c'est plutôt vrai. C'est pas toujours passionnant de suivre l'histoire d'Abby, ça dépend des moments, il y a des hauts et des bas. Elle accompagne deux gosses qui morflent d'ailleurs au cours de la mésaventure. Elle escorte des enfants. Moi aussi, je faisais ça devant les écoles maternelles avec mon fourgon blanc. On n'a pas fait ma biographie dans un jeu ou dans un film, je trouve que c'est pas mérité ni justifié, mais enfin bon, ok, soit, on va l'accepter. Et des histoires d'escorter des enfants pour les aider à s'enfuir, de se retourner contre son propre camp parce que ça devient un peu une dictature. C'est pas... Cette partie du scénario ne nous intéresse pas trop, ce qui compte c'est vraiment l'histoire avec son père et la perte de ses proches au fur et à mesure à cause d'Ellie. Ça c'est intéressant parce que vraiment putain c'est violent ce qu'elle prend Abby avec son entourage, c'est rude, ça fait mal et donc on comprend mieux son point de vue aussi de l'autre côté. Et c'est là que les fans, les soi-disant fans sont insupportables. C'est là que vraiment t'as envie de... C'est là que t'es content qu'Elon Musk ait racheté Twitter quoi. Et pour faire chier les woke. Alors, ça n'a aucun rapport mais on a envie que Twitter disparaisse dans ces moments-là. C'est terrible. Les mecs ne sont pas capables de comprendre Abby. Tout le monde a craché sur Abby, l'a détesté. Enfin, pas tout le monde, mais ces soi-disant fans à la con, là. Ils ont chié sur Abby, sur le personnage, sur son développement, sur sa logique, sur pourquoi elle agit comme ça et tout. Ils ont eu la haine, genre en mode Joël, c'était leur pote, quoi. Joël, c'était leur meilleur ami, il est mort à cause d'elle, ils la détestent. Mais les mecs ne sont pas capables de comprendre les points de vue. Le jeu passe 10 heures à t'expliquer pourquoi Abby a tué Joël et te montre que en vérité Abby est sûrement bien plus saine d'esprit que Ellie et Joël, surtout Ellie d'ailleurs. On te le montre par A plus B, enfin bref c'est évident, c'est bien expliqué, peut-être même un petit peu trop appuyé mais c'est très clair. Et les mecs te disent Abby, c'est une grosse pute, je la déteste, j'ai détesté jouer Abby. Pourquoi on fait jouer Abby alors que c'est une connasse qui a tué Joël? Pourquoi on fait jouer la méchante? J'ai pas envie. Mais fais, putain. Vos gueules, putain de merde. Incapable de comprendre le point de vue. Putain, mais si on bute ton père, tu vas pas avoir envie d'exploser la personne qui a tué ton père? Dans le cas où ton père a été quelqu'un de bien entendu, mais putain, mais... La putain de base, c'est logique. Tu tues la personne qui a buté ton père et quelqu'un de sa famille vient exploser la gueule de tes derniers amis dans un monde compliqué à vivre déjà. Est-ce que t'as pas envie de les exploser toi aussi? Putain, mais c'est logique, c'est du bon sens, putain. Et les mecs ils sont pas capables de comprendre. C'est les mêmes... C'est les mêmes... Je suis persuadé que c'est les mêmes fils de pute qui, par contre, vont te dire « Non, mais moi je comprends, Eren, à la fin de l'Attaque des Titans, je comprends. » Je vais pas spoiler parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus récent. À la fin de l'Attaque des Titans, je vais pas spoiler. Mais putain, si tu valides ce que fait Eren, mais faut te brûler, t'es un danger pour la société, putain. Mais si on te donne du pouvoir, il va se passer quoi ? Mais bordel, mais réfléchissez, 5 minutes. Oh là 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 là.
Bref. Donc, les personnes complètement stupides de Twitter et autres ont craché sur le jeu à cause à la fois de la mort de Joël, qui est hyper couillu et qui est une super décision, hyper osée et stylée, et à la fois sur le fait qu'on te fasse voir le point de vue d'Abby, parce qu'ils sont incapables de comprendre que, en fait, ce qu'elle a fait est légitime, et peut-être pas légitime, mais au moins compréhensible dans ce contexte. Enfin bref, les mecs sont cons comme c'est pas possible. C'est le chef otaku qui avait sorti cette phrase cette expression, alors c'est pas lui qui l'a inventée, mais je la connaissais pas avant lui. C'est vraiment donner de la confiture à des porcs, quoi, putain. Mais là, c'est pas donner de la confiture, c'est donner un plat gastronomique à 120 balles à des... putain, y a quoi de pire qu'un porc, de plus indigne qu'un porc? Putain, à des facochères... à des facochères qu'on le sida, j'en sais rien, mais putain... Vous méritez pas ces œuvres-là. Continuez de bouffer vos merdes de Marvel, d'Ubisoft et de conneries dans le genre, de saloperies pondues par EA ces dernières années, de trucs comme ça. Et lâchez-nous, laissez les vrais jeux tranquilles, s'il vous plaît. Putain. Ah, ils foutent la haine. Ils me foutent la haine. Je vais partir en croisade contre ces énormes merdes. Il faut que plus de voix comme la mienne s'élèvent parce qu'on peut pas les laisser parler en fait. En fait, faut pas leur laisser le droit de parler. Pas sur les réseaux. Pas dans un lieu où leur parole a la même valeur qu'un véritable critique ou quelqu'un qui a fait des centaines de jeux, tu vois. Il faut qu'il y ait un coefficient. Oui, c'est le Raptor qui dit ça. Le Raptor me fait rire dans son podcast, il dit que faut foutre un coefficient sur la parole des gens. Si t'as rien prouvé, que t'as pas d'expérience, que tu sers à rien, ton coefficient est bien inférieur à quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience dans le domaine dont on parle, etc., etc., quoi. Et là, c'est le cas. En fait, ces gens-là, il faut pas qu'ils aient la même... Il faut qu'il y ait un point à côté de leur tweet qui donne la note d'importance de leur tweet, quoi. C'est-à-dire que moi, si je tweete sur des jeux, avec les centaines de jeux que j'ai fait, il faut au moins que ce soit un 8 sur 10, la vie... Bon, la valeur de mon avis. Et ces gens-là, faut que ce soit un 0,5, quoi. C'est insupportable. Les mecs critiquent comme des fils de pute des jeux qui ont été travaillés sur des années, qui ont un scénario qui est marquant, qui est impactant, qui peut être critiquable, mais qui est là, qui te tape dans la gueule, qui marque les esprits et qui a un vrai intérêt. Et par contre, ils vont rien dire contre Ubisoft quand tout est oubliable de début à la fin, quoi. Mais fils de pute, putain... Allez vous faire enculer, bref. Donc voilà, moitié de jeu presque avec Abby. La confrontation dans le théâtre, aucune des deux ne ressort vainqueur parce que y a... je sais plus ce qui se passe. Abby est sur le point d'exploser la gueule... Je vais spoiler, hein, j'en ai rien à foutre, je vais spoiler. Abby est sur le point d'exploser la gueule de Ellie. Mais le gamin qui l'accompagne la stoppe. Et finalement, je sais plus. Alors elle s'en va, c'est-à-dire qu'Abby dit. En fait, elle est passée de femme musclée à gros musulman. Abby dit que. Enfin, elle accepte, elle arrête la vengeance, elle arrête le cycle. Certes, elle défonce la gueule d'Ellie, mais elle ne la tue pas, elle s'arrête là parce que le gamin la raisonne. Sauf que. Et elle décide de se barrer, d'arrêter voilà. Elle ne se vengera pas d'Ellie pour les meurtres de ses amis, elle se barre. Et Ellie, cette grosse conne, et c'est pas elle qui se fait critiquer par les fans, c'est Abby, cette grosse conne d'Ellie. Elle s'est fait défoncer par Abby. Abby a accepté de briser le cycle de la vengeance en partant, en allant vers son destin, vers son objectif, etc. avec le gamin qui l'accompagne. Et Ellie va continuer d'aller chercher Abby, d'aller la poursuivre jusqu'au bout de je ne sais quelle partie des États-Unis pour la buter, alors que le cycle était interrompu par Abby qui était bien meilleur en combat que Ellie. Et là, tu te dis putain, là c'est sombre, là c'est terrible. Là, on dirait que je critique, mais non, je trouvais ça intéressant dans le jeu. C'est terrible parce que ça y est, Ellie, elle est tellement dans la vengeance que elle y va seule. C'est-à-dire que depuis le début, il y a des personnages qui l'accompagnent pour sa quête, parce qu'ils la comprennent, etc. Et là, elle se dit, je vais continuer d'aller poursuivre Abby, et les autres personnages disent non, là en fait c'est bon, c'est fini quoi, c'est bon. Vous êtes foutus sur la gueule, elle t'a battu, elle aurait pu te tuer, elle l'a pas fait. Moi je t'accompagne plus, c'est terminé quoi. D'ailleurs Dina, qui est sa copine lesbienne, là, elle dit je te quitte, ça dégage, je veux plus entendre parler de toi. Enfin en tout cas, on comprend à la fin qu'elle n'est plus là. Et Ellie y va quand même.
La vengeance l'a tellement bouffé, la haine l'a tellement bouffé qu'elle abandonne tous ses proches pour aller mener une espèce de quête inutile euh, de vengeance vers Abby qui sert plus à rien parce qu'elle a déjà tout perdu et elle ne gagnera rien à aller tuer Abby, quoi. Et donc la dernière phase, elle est encore ultra dark, ultra sombre. Putain, t'as Ellie qui arrive dans un camp avec des gros dégénérés ultra violents. T'as Abby qui a été... La pauvre Abby, elle a été enfermée depuis des semaines ou des mois là, dans ce camp-là par ces mecs-là. Elle est devenue anorexique alors que c'était une masse de muscles. Elle est complètement... Elle est à deux doigts de la mort. Et Ellie prend le temps d'aller la détacher pour se battre avec et lui mettre des coups de couteau. Le combat final de ce jeu. Dans le combat final, on incarne Ellie qui, pour combattre Abby. La pauvre Abby qui en peut plus, qui est à bout de force, qui a souffert comme un truc horrible. Et Ellie continue et va aller jusqu'à essayer de la tuer jusqu'au bout. Et le combat est horrible, t'as pas envie de mettre les coups en fait. T'as pas envie de mettre les coups parce que c'est atroce, c'est trop violent, c'est trop sombre, c'est trop triste pour Abby. Et au moment où tu crois que Ellie va noyer Abby dans l'eau, parce que Ellie remporte le combat, puisque l'autre est devenu... Allez, à nouveau. Puisque l'autre elle est en fin de vie, elle est à moitié morte, accrochée à des poteaux et tout. Ellie est sur le point de noyer Abby, et finalement, au dernier moment, elle s'arrête et elle brise enfin le fameux cycle de la vengeance, et voilà, et Abby se barre, machin, mais tu te dis, mais... C'est-à-dire qu'elle n'a même pas... La fin est terrible. Déjà, le jeu est horrible, mais alors la fin, elle n'a pas été jusqu'à se venger, elle s'est arrêtée avant. Mais elle s'est arrêtée trop tard, donc elle a tout perdu. Elle a perdu tous ses proches, et son enfant, j'expliquerai pas le détail de pourquoi elle a un enfant alors qu'elle est lesbienne, mais elle a un enfant. Elle a tout perdu. Elle s'est fait bouffer 2 doigts lors du combat final, et donc en plus d'avoir tout perdu, de rentrer chez elle, bredouille, et de se retrouver seule, elle ne peut plus jouer de la guitare à cause de ses 2 doigts perdus, qui étaient le seul lien qu'elle avait avec Joël. La guitare, c'était son lien qui lui faisait penser à Joël, parce que Joël lui a appris la guitare, machin. Et ce dernier lien qui lui restait, il est perdu du fait qu'elle se soit fait bouffer les doigts, et qu'elle n'en ait plus... elle en est 2 en moins. Donc elle a littéralement plus rien à la fin du jeu. C'est abominable, c'est d'une tristesse absolue. Mais c'est absolument incroyable. Je sais pas encore, justement, je me demandais si j'avais donné mon avis. Jusque-là, on est à plus d'1 heure de podcast. Je ne me rappelle pas si j'ai donné mon avis sur le deuxième jeu, mais pour moi, il est meilleur que le premier. Le deuxième jeu, il est absolument monstrueux. Même s'il y a quelques longueurs, même si l'histoire d'Abby n'est pas toujours intéressante, pour moi, il est incroyable. C'est vraiment un jeu de fou furieux. Il est abominable, mais alors qu'est-ce qu'il est marquant, putain. Je trouve que l'histoire, les métaphores, la symbolique et tout de la vengeance, je trouve ça absolument brillant. C'était terrible, c'était horrible comme jeu, mais alors faites-le. Sans déconner, si vous n'êtes pas trop en dépression, faites-le. C'est une expérience qui est vraiment marquante, c'est jusqu'au boutiste, ça va très très loin, c'est terrible. C'est vraiment terrible, mais alors c'est magnifique, c'est fini, c'est fignolé dans les moindres détails, encore une fois, le graphisme, même le gameplay d'une certaine manière, la finition du gameplay, les graphismes, l'IA du jeu, les ennemis sont super intelligents, ils te contournent, ils ont des petites stratégies entre eux et tout, c'est incroyable. Il n'y a pas grand chose à acheter à part quelques bribes de scénario qui sont un peu trop étalées. C'est absolument brillant, c'est ultra satisfaisant du fait que ce soit très gore aussi. C'est con, mais c'est satisfaisant de voir des têtes exploser, des grosses taches de sang, machin, c'est hardcore, mais alors c'est un plaisir à jouer. Et l'histoire, elle est ultra prenante, quoi. Dès qu'il y a ce plot de début de jeu qui arrive, globalement t'es pris dedans et il y a vraiment des moments grandioses. Bref, très très bon jeu. De toute façon, les gens peuvent critiquer autant qu'ils veulent, je crois quand même que The Last of Us 2 est le jeu le plus récompensé de tous les temps. Alors les cérémonies valent ce qu'elles valent, mais quand t'es le jeu le plus récompensé de tous les temps en cérémonie, bon, c'est-à-dire qu'il y a un certain poids, quoi. Il est plutôt bien placé dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Les développeurs en ont chié, et ça se sent parce que le niveau de détail est absolument monstrueux. Chaque décor est bourré de petites choses qui racontent la vie de cet univers. Enfin, c'est vraiment grandiose. C'est vraiment un travail minutieux.
Et donc évidemment, bravo aux développeurs de Naughty Dog, même si leur direction a l'air d'être compliquée, pour ne pas dire une grosse salope. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est que le jeu, moi je l'adore, je le trouve vraiment très très bon. D'ailleurs, j'attendais énormément Cyberpunk, mais en fait, c'est The Last of Us pour moi qui était le meilleur jeu de 2020. Alors que je m'en fichais un peu, je voulais vraiment jouer à Cyberpunk et tout. Et au final, mon jeu préféré de l'année 2020, ça a été The Last of Us 2. Donc, comme quoi, c'est vraiment, vraiment un travail monstrueux. Et ce qui est fou, c'est que j'adore ce jeu, alors que, en fait, il est bien woke, sa mère. Comme quoi, quand il y a du wokisme et que ça s'arrête pas à ça, que ça va plus loin, que ça raconte autre chose que Il faut accepter la transidentité, vous savez, si vous n'acceptez pas de coucher avec une femme habite, vous êtes transphobe. si tu veux, au lieu de raconter ça, on te raconte une histoire de vengeance ultra crue, ultra hard. Oui, l'héroïne est lesbienne. Oui, l'ennemi, Abby du coup, est une femme musclée. En fait, c'est vraiment une femme baraque. Hein. Elle a des bras bien plus gros que les miens, ultra costaud. Donc ça fait très, ça fait pas les normes des héros qu'on a l'habitude de voir, quoi. D'habitude, les héros, voilà, soi-disant les clichés stéréotypes censés être le beau mec, la belle meuf, machin. Bon là, c'est Hulk Hogan, quoi. C'est Hulk Hogan avec une grosse snake, hein. Globalement c'est ça. Donc il y a ça, et puis aussi, je l'avais même pas remarqué dans le jeu, mais en fait le gamin qui accompagne Abby, apparemment ce serait un trans, donc une gamine qui se fait passer pour un mec, voilà. Et franchement ça se voit même pas dans le jeu, je sais même pas comment les gens l'ont su, j'ai peut-être loupé un détail à un moment, une discussion, mais en gros c'est très discret. Et voilà, on a une lesbienne, on a un gamin trans et on a une femme musclée. Et il y a énormément. La majorité des personnages du jeu sont des femmes et tout, mais putain, ça ne pose pas du tout problème. C'est pas abusé, on n'en fait pas des caisses dessus, on n'est pas en train de te vendre ça avant le vrai message de l'histoire, on n'est pas en train de rentrer ça au forceps de manière ridicule et complètement stupide à la Ubisoft. Non, juste ok, le personnage principal il est lesbienne, on en parle pas 50 heures. On n'est pas tout le temps en train de les montrer en train de se rouler des pelles, machin. Le gamin trans, franchement, il doit y avoir une ligne de dialogue qui te fait comprendre que c'est le cas. Et puis la femme musclée, on la voit souvent, mais en même temps, ça justifie bien plus les mandales qu'elle met dans la gueule aux ennemis que Ellie qui est toute fine. Donc au final, ça ajoute un petit peu de cohérence à tout ça, quoi. Et en plus, elle est dans un camp un peu de militaire, hein, donc c'est logique qu'elle soit baraque comme ça. Enfin bref, donc oui, on peut mettre un petit peu de trucs de gaucho par-ci par-là. Ça n'empêche pas qu'un jeu, qu'une œuvre soit bonne. Il faut juste pas que ce soit le putain de minimum en fait. Si tu veux, quand tu mets des développeurs compétents qui mettent 2-3 messages de gauche, j'apprécie un tout petit peu plus que quand c'est des énormes merdes incompétentes qui savent rien faire. Qui font un jeu inutile, oubliable, voire mauvais, médiocre, avec un gameplay éclaté, ennuyeux, répétitif, qui dure 75 heures pour rien, dans une map ouverte mais vide, avec des persos insignifiants et un scénario que tout le monde a zappé, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Mais par contre, on insiste bien sur les romances gays, sur foutre des trans alors que c'est le Moyen-Âge, sur ces choses-là, sur le féminisme alors qu'encore une fois c'est le Moyen-Âge, enfin bref. Ce genre de merde là, ça ne sert à rien, c'est de la grosse merde. Ça casse les couilles aux gens comme moi, ça décrédibilise les personnes normalement constituées de ces mouvements-là. Les gays qui ont un cerveau, les lesbiennes qui ont un cerveau, les féministes qui ont un cerveau aussi. Ça les décrédibilise, ça leur casse les couilles aussi. Donc en fait, faut arrêter ça immédiatement, quoi. Sortez des The Last of Us et arrêtez les Dragon Age, The Veilguard, les jeux Ubisoft en fait de manière générale, hein, globalement. Virez-moi ça, arrêtez les Concorde aussi là, putain. Enfin bref, c'est une catastrophe. Encore une fois, go un peu woke, go pas broke. Go un peu woke mais fait du bon taf, go pas broke. Par contre go woke, go broke à la poubelle, quoi. C'est la règle d'or. Donc voilà, une très 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 grande série de jeux, même s'il n'y en a que 2, ça reste absolument monumental. Je conseille à ceux évidemment qui ne l'ont pas fait de s'en occuper dès maintenant. Le 1 a été remasterisé sur PS5 avec les graphismes du 2, il est absolument magnifique, tout comme le 2 l'est d'ailleurs évidemment. Sauf que le 1 il est un petit peu plus
Hop là. Non, c'est bon, Padro. Merveilleux. Le 1 est un peu plus coloré et lumineux, je crois, que le deuxième, donc du coup, les graphismes, ça met un petit peu plus en valeur tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a hâte du prochain jeu de Naughty Dog, j'espère que les développeurs vont pas trop morfler, mais ça, j'y crois pas. Ça, je sais très bien que ça va cruncher comme des petits Chinois sur des chaussures Nike. Il y a peu de chances qu'ils y échappent, les pauvres, en espérant qu'ils soient bien rémunérés ou qu'ils aient du bon repos après. Et on a hâte de la suite. Le multijoueur de The Last of Us 2 a été annulé. Moi, ça me rend bien heureux. Je préfère largement qu'ils bossent sur du solo comme ils savent le faire, plutôt que de me casser le cul à me faire dérouiller la gueule en ligne et d'exploser des manettes toutes les 5 minutes. Voilà. Faites The Last of Us 1. Savourez The Last of Us 2 qui pour moi est le meilleur des deux. N'écoutez pas les fils de pute qui descendent le jeu parce que le scénario convient pas à leurs petits idéaux étriqués de mongoliens qui comprennent pas ce que c'est que de la narration. Faites-vous votre propre avis et réfléchissez quand vous jouez, c'est pas plus mal. Voilà. J'ai toujours du mal à conclure, j'ai toujours peur d'éviter quelque chose d'important, mais je pense que j'ai fait le tour de mon petit sujet. Mon petit sujet qui est mon plus long podcast aujourd'hui. Voilà, donc à bientôt, bonne année, c'était 5 points de QI, allez vous faire foutre.